Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Vous êtes chef économiste de l'Agence française de développement, co-directeur de la chaire Énergie et Prospérité de l'Institut Louis Bachelier, directeur au CNRS, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'école des ponts et chaussées. Je vous reçois aujourd'hui pour évoquer la question des inégalités. Alors d'abord, ces inégalités, quels sont leurs impacts sur la croissance? Est-ce qu'on peut les mesurer déjà? Alors en fait, on peut les mesurer, mais c'est un sujet récent et sur lequel il y a beaucoup de controverses. Pour une raison simple, c'est que l'économie classique, conventionnelle, jusqu'à une date récente, a complètement négligé cette question parce qu'elle estimait qu'au fond, la croissance c'est la taille du gâteau qui dépend de l'investissement en gros et du progrès technologique, tandis que les inégalités, c'est la manière dont vous distribuez les parts du gâteau. Et la pensée traditionnelle estime que ces deux questions sont distinctes et n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce qui a généré un peu le débat droite-gauche, si vous voulez. Bon. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en réalité, il y a un lien intrinsèque très fort entre les inégalités et la taille du gâteau. Alors, il y a deux manières de voir. Une première qui est un travail remarquable qui a été fait par des épidémiologues britanniques, Pickett et Wilkinson, dans un livre absolument sensationnel qui s'appelle The Spirit Level en anglais, qui montre qu'au fond, même dans les pays riches, lorsque vous augmentez les inégalités, ça nuit à tout le monde, y compris les plus riches. Parce que, d'une certaine manière, ça détruit la qualité du lien social. Et donc, ça nuit à la santé de tous, ça nuit à la bonne humeur, la santé psychologique de chacun. Et ça, c'est nuisible à la croissance. Et puis, il y a un deuxième aspect sur lequel j'ai travaillé avec un autre économiste qui s'appelle Matteusz Grasselli, qui montre la chose suivante, c'est que vous avez un lien entre l'accroissement des inégalités, l'augmentation de la dette privée des classes moyennes et des plus pauvres et la réduction de la croissance. Autrement dit, lorsque vous accroissez les inégalités, en gros, vous obligez les classes moyennes et les catégories populaires à devoir emprunter, s'endetter pour maintenir leur niveau de vie. Donc l'endettement privé augmente, mais l'endettement privé, lorsqu'il dépasse un certain seuil, devient nuisible à la croissance. Et c'est ce qu'on a montré. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Vous savez que la crise financière de 2007, 2008, 2009, c'était essentiellement un problème de surendettement privé. On est retourné aujourd'hui dans une dynamique, une trajectoire macroéconomique au niveau de l'OCDE avec un surendettement privé, y compris des ménages, qui est massif. L'endettement privé en France est en train de repartir à la hausse, comme c'était le cas dans les années 2000. Et tout ceci est un très mauvais présage pour la croissance française dans les années qui viennent. Donc le ruissellement, ça n'existe pas, définitivement. La théorie du ruissellement, je l'ai écrit depuis longtemps, c'est un mythe. Pour une raison simple, c'est que cette théorie, elle prétend que lorsque les plus riches s'enrichissent davantage, ils vont épargner plus, ça c'est vrai, mais cette épargne va permettre de financer l'investissement. Ça c'est faux. Lorsque vous avez de l'épargne, en vérité, vous la placez pour qu'elle vous rapporte un rendement. Et une bonne partie de l'épargne ne sert pas du tout à financer l'investissement dans l'économie réelle, mais sert à abonder des placements financiers qui prospèrent sur les marchés financiers. L'investissement réel, il est financé par le crédit bancaire. Et ce qui bloque aujourd'hui le crédit bancaire, c'est le surendettement privé des entreprises. Donc vous voyez, ce sont deux sujets complètement distincts. Et donc de fait, je vous confirme que la théorie du ruissellement est un mythe. Alors on a très peu de temps malheureusement en plateau pour répondre à la grande question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire ces inégalités? Quels sont les quelques éléments de réponse que vous pouvez donner? Alors il y a 1000 manières de le faire. Vous pouvez faire la redistribution fiscale, vous pouvez mettre un revenu universel pour les plus pauvres, etc. Moi, ce que je voudrais souligner sur cette question, c'est qu'il faut tenir compte de l'ensemble des inégalités. Vous avez des inégalités de revenus, des inégalités de patrimoine, qui sont très importantes, mais vous avez aussi des inégalités de genre. Et on sait aujourd'hui, on peut chiffrer que l'absence de reconnaissance professionnelle du travail des femmes nuit à la croissance, que le monde entier perd plusieurs points de PIB chaque année à cause de la non-reconnaissance des femmes sur le marché du travail. Vous avez aussi des tas d'inégalités sociales. Vous connaissez très bien le problème du délit de faciès d'un certain nombre de nos jeunes qui viennent de nos banlieues quand ils cherchent un emploi. Toutes ces questions-là sont liées. Et donc, de mon point de vue, la lutte contre les inégalités, ce n'est pas simplement une réforme fiscale, même si elle est nécessaire, mais c'est une réforme de l'ensemble du mode de gouvernance de notre société, en particulier la gouvernance des entreprises. Alors vous avez évoqué rapidement le délit de faciès pour nos jeunes qui viennent de banlieue. La France, elle se situe comment en matière d'inégalité? Est-ce qu'elle est plus inégalitaire que les autres pays occidentaux? Alors la France est sur certains plans plus inégalitaire, en particulier sur la question justement du genre. La France n'est pas du tout bien placée sur la question de la reconnaissance de la femme sur le marché du travail. Elle est également devenue très inégalitaire sur la question des inégalités de revenus et de patrimoine, à la suite de l'Angleterre et des États-Unis. Mais par exemple, sur la question de l'immobilier, du fait de la bulle immobilière qui a gonflé considérablement à Paris, on a une inégalité patrimoniale en France qui est devenue très forte, ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne. Donc l'Allemagne a des inégalités de revenus comparables à la nôtre.
mais des inégalités patrimoniales beaucoup plus faibles. Et en matière de lutte contre les inégalités, là encore, si on fait une comparaison internationale, où est-ce qu'on se situe en France? Alors la France a pris des positions assez fortes sur un certain nombre de questions, par exemple la promotion du travail décent, qui est portée par l'Office international du travail, la question d'une couverture sociale universelle. Donc là-dessus, la France est plutôt leader. Ensuite, sur son propre territoire et dans sa propre société, elle a encore une grosse marge de progression. Eh bien, merci beaucoup Gaël Giraud pour cet éclairage sur cette grande question que sont les inégalités. Merci encore. Merci à vous.